programme, parce que les gens doivent s'organiser autour d'une idée. Tu vois, les gens doivent s'organiser autour d'une idée, non autour de rien. Donc pour prendre le pouvoir, il faut vouloir faire quelque chose avec le pouvoir. Parce que la politique en soi, c'est pour, quand on fait de la politique, c'est pour transformer la société, c'est pour matérialiser une certaine vision de cette société. Il faut faire la distinction entre régime démocratique et système démocratique. Je pense que les acteurs n'ont pas vraiment suffisamment tenu compte de l'impact de la dictature sur la société. Ils ont minimisé les 29 ans de dictature. Bonjour, bonsoir aux internautes qui nous suivent en ce moment à UWIS Web Émission. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Marc-Hugo Renaudin, qui est détenteur d'un master à l'Institut d'études politiques de Toulouse en sciences politiques. Il est aussi professeur aux universités. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir M. Rudy Stanley Penn, qui est aussi détenteur d'un master en sciences politiques d'une université italienne. Et avec ces deux experts, nous allons aborder la question de la place des partis politiques dans la construction de la démocratie. Nous savons que depuis 1986, après la chute du régime des Duvalier, nous tentons d'instaurer une démocratie en Haïti, mais comme Pierre-Raymond Dumas pourrait le dire, c'est encore la transition qui n'en finit pas. Une façon de dire, de rappeler que la transition est encore à ses phases de balbutiement. Donc la transition est encore à une phase expérimentale. Donc finalement, qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi aujourd'hui encore on a du mal à implanter la démocratie en Haïti? Qu'est-ce qui fait problème? Donc c'est pour répondre à l'ensemble de ces questions, de ces enjeux que nous recevons ces deux invités. Professeur Hugo Renaudin, bonjour. Bonjour professeur Christian et bonjour à mon frère Rudy Stanley Penn. Et je profite de cette occasion pour saluer les internautes dans le but de parler, de discuter sur le rôle des partis politiques dans la construction démocratique en Haïti. Directeur Rudy Stanley Penn, bonjour. Bonjour, Jean. Peut-être une petite précision au départ. Je n'ai pas un master en sciences politiques, j'ai un master en administration et politique électorale et licencié en sciences politiques. Voilà. Donc je suis politologue et c'est toute une carrière, trajectoire politique uniquement. Voilà. C'était ça la précision. Et puis, pour aborder ce sujet, justement, je pense que c'est vraiment très important. C'est un sujet qui m'intéresse et je produis beaucoup, que ce soit en animant des conférences ou en produisant des textes. Je partage assez souvent mes réflexions sur la démocratisation en Haïti. Et disons que ce cinquième cycle, on peut dire, historique qui part de 1986 à nos jours, eh bien, c'est un cycle qui intéresse beaucoup de gens. Très bien, directeur Rudy Stanley Penn, mais j'ai rappelé que vous êtes le directeur de Politicothèque. Pourriez-vous nous dire nous parler un peu de Politicothèque, que fait Politicothèque dans la société, en quoi Politicothèque est utile, et comment et pourquoi consulter Politicothèque? Politicothèque, disons, en Haïti, c'est une innovation entrepreneuriale. Parce que la première chose que je me suis dit après ma licence et mes spécialisations, disons des séminaires, des conférences, ou du moins des amis qui sont à l'étranger, qui partagent la même profession que moi. Donc, quelque chose m'a taraudé pendant longtemps, dans le sens que un médecin il peut vivre de sa profession, un avocat il peut vivre de sa profession, un comptable il peut vivre de sa profession, et pourquoi un politologue, lui, il ne peut pas vivre de sa profession? Et c'est là la question a été venue. Il y a certes les politiciens, un politologue ne doit pas forcément être un politicien, comme il peut l'être, mais le politologue, la science politique comme profession, eh bien, on doit pouvoir vivre de ça. Eh bien, c'est de là que m'a été venue l'idée de créer cette firme, à l'instar de plusieurs cabinets
et qui sont à Washington ou en France, quelque chose qui peut accompagner les acteurs politiques, qui peut accompagner les institutions publiques pour de meilleurs résultats. Donc de ce point de vue, c'est une innovation en Haïti. Oui, c'est une innovation parce que, à ma connaissance, il y a d'autres institutions qui font le même travail que nous. Je ne suis pas au courant, sinon que des institutions internationales qui travaillent dans le renforcement de la démocratie en accompagnant les partis politiques et leaders et autres. Mais là encore, ça pose problème parce que, peut-être ça c'est un autre débat, mais moi-même je ne suis pas trop pour la présence d'institutions internationales, d'ONG qui investissent comme ça cet espace, parce que ça pose un problème. Ils viennent avec des produits, disons, comme patron, dans le sens que c'est des produits finis, tout faits, qui sont applicables à tous les acteurs. Alors que les besoins ne sont pas les mêmes, il faut des choses, il faut des produits, il faut des innovations, il faut des propositions taillées sur mesure pour les acteurs en fonction de leurs besoins. Donc c'est ça politique au fait. Quand on accompagne quelqu'un, on vous donne quelque chose taillé sur mesure. Que ce soit... Vous ne voulez pas du prêt à penser. Justement, voilà. Eh bien, professeur Hugo Renaudin, vous avez spécifié pour moi, vous n'êtes pas politologue, vous êtes plutôt politiste. Fort de votre statut de professeur, quelle différence pourriez-vous faire pour nous entre un politique, un politologue et un politiste? Et disons, un politologue, c'est quelqu'un qui étudie les sciences politiques de même que les politistes. Mais la différence s'accentue sur le politiste en soi. Le politiste essaie de faire des travaux scientifiques et plus précisément sur la science politique, tandis que les politologues travaillent en tant que professionnels de la politique, comme par exemple au cabinet de politique. Donc là, je dois comprendre que j'ai affaire sur le plateau de Youris Web émission aujourd'hui à un politiste et un politologue. Politiste. Très bien. Donc le politiste c'est vous, le politologue c'est directeur Woody Stanley Penn. Très bien. Ben, revenons à la thématique de départ, qui est la place des partis politiques dans la construction de la démocratie. Ben, nous savons déjà que les partis politiques constituent le pilier de la vie démocratique. En ce sens que les partis politiques font les offres politiques à la population lors de la compétition électorale, ce qu'on appelle généralement les élections. Donc les offres politiques viennent classiquement des partis politiques ou encore des représentants des partis politiques à la compétition électorale. Le parti politique constitue aussi une véritable école de la démocratie où l'on apprend le jeu des contradictions, où l'on apprend à accepter la position majoritaire et à respecter les positions minoritaires sans s'attaquer à la personne du contradicteur. Donc la bataille se fait au niveau des idées. Et c'est un espace aussi de compétition interne, en ce sens que la compétition se fait pour la direction interne du parti, c'est-à-dire il y a une compétition interne pour la direction du parti, il y a une compétition externe aussi pour le pouvoir. Et il y a d'autres aussi rôles des partis politiques. Mais avant de continuer avec les différents rôles des partis politiques dans la société ou dans la construction de la démocratie, c'est quoi déjà pour le public qui nous regarde, pour les internautes, c'est quoi un parti politique? Et c'est quoi la démocratie pour vous? Merci. Et la démocratie existe bien avant et l'existence des partis politiques. On pourrait dire que les partis politiques sont des produits de la démocratie représentative, d'abord en plein milieu du XVIIIe siècle. En ce sens, nous devrions accentuer sur les relations entre les partis politiques et la démocratie représentative. Et pour parler des partis politiques, il nous faut trois dimensions. Premièrement, il faut regarder la dimension juridique, c'est-à-dire un parti politique est d'abord une association, comme n'importe quelle forme d'association, mais à vocation politique. Deuxièmement, un parti politique est aussi un cadre institutionnel qui gère
un directoire et aussi les différents niveaux à bas d'échelle, soit au niveau régional ou bien au niveau local. Et les partis politiques doivent aussi servir un médium entre le peuple et les pouvoirs politiques. En ce sens, les partis politiques représentent une institution qui essaie de porter les revendications, les projets et politiques de la population en général au sein des pouvoirs politiques. Merci. Et pour la démocratie? Le pouvoir du peuple en soi. Nous devrions parler plutôt de la démocratie représentative aujourd'hui dans le but de démontrer que les partis politiques sont des produits de la représentation sont des produits de la représentation du peuple, c'est-à-dire une relation entre le peuple et son représentant, mais le peuple et ses représentants. C'est un peu difficile. On va revenir sur la typologie de la démocratie. Là, vous avez évoqué par exemple la démocratie représentative. Il y a d'autres types de démocratie, d'autres formes de démocratie. Mais avant d'arriver à la démocratie, ça aurait été peut-être mieux d'avoir l'opinion de la position de Woody Stanley Penn sur ce qu'est un parti politique. Bon, voilà. Disons d'abord qu'il n'y aura pas vraiment de grande différence entre ma compréhension et celle avancée tout à l'heure ou encore récemment par Maître Renaudin. Moi-même, j'ajouterai seulement, pour une petite précision, pour être clair, surtout pour le grand public, que quand on parle de parti politique, il y a 3 critères qui fondamentalement viennent ou encore surgissent. C'est d'abord, il y a un critère vocationnel. La vocation de tout parti politique, c'est la prise du pouvoir. Il y a un critère organisationnel, d'ailleurs, il l'a avancé. C'est une structure, c'est une organisation, mais à la différence des autres organisations qui regroupent, parce que les organisations en général, ça regroupe des gens qui partagent un intérêt commun, dans le sens que soit qui partagent une profession, une organisation ou une association en général, c'est une structure où des gens s'organisent pour défendre leurs intérêts. Et alors que le parti politique, c'est un petit peu différent. C'est presque même l'inverse. En ce sens que ce sont des gens qui s'organisent, non pas dans leurs intérêts, mais dans l'intérêt de la communauté en général. Donc, et puis, il y a la troisième dimension. J'ai parlé du critère vocationnel, j'ai parlé du critère organisationnel, et puis il y a un dernier critère avec aussi un programme, parce que les gens doivent s'organiser autour d'une idée. Tu vois, les gens doivent s'organiser autour d'une idée, non autour de rien. Donc pour prendre le pouvoir, il faut vouloir faire quelque chose avec le pouvoir. Parce que la politique en soi, c'est pour, quand on fait de la politique, c'est pour transformer la société, c'est pour matérialiser une certaine vision de cette société. Donc c'est ça. Quand on parle de parti politique, c'est ça. Donc ce sont des gens. Et quand on regarde la définition que nous donne l'article 2 de la loi sur le fonctionnement et l'organisation des partis politiques, c'est en même temps, c'est tout ça qui est articulé autour de cette définition. Maintenant, pour arriver vers la démocratie, et tu as très bien fait de préciser d'ailleurs qu'il y a une corrélation entre démocratie, et surtout participative, et représentative, justement, démocratie représentative et parti politique. Parce que les partis politiques, justement, sont un produit de la démocratie. Et non la démocratie un produit des partis politiques. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je dois comprendre qu'il y a un rapport d'intériorité entre la démocratie et les partis politiques? Donc ce ne sont pas les partis politiques qui vont aider à mettre sur place la démocratie, mais l'inverse. L'inverse, c'est le climat qui crée.
C'est-à-dire, la démocratie, très bien, ça nous permet de rappeler que l'un des fondements théoriques de la démocratie, c'est le pluralisme idéologique. Donc, la démocratie amène les conditions objectives pour permettre, faciliter l'existence des partis politiques. Exactement. Et pourtant, ce sont aussi les partis politiques qui vont justement aider à la démocratie de prendre forme. Dans une certaine mesure. C'est pourquoi quand on va discuter plus loin, on va voir tout le problème qu'il y a avec l'espace politique haïtien et tout le problème que l'on rencontre et dans la structuration, dans l'organisation des partis politiques. J'ai tout un argumentaire développé et on va voir un peu tout à l'heure. Et laisse-moi faire quelques rectifications concernant la démocratie en soi. Et quand on parle de démocratie représentative, et le peuple doit tenir compte l'aspect de la représentation à travers ses mandats. Par exemple, en Haïti, et à la présidence, au niveau de la députation sénatoriale et aussi au niveau des collectivités territoriales, plus précisément avec les maires. Et les maires et aussi les membres du conseil et d'administration de la section communale. Et l'essentiel, la démocratie en Haïti doit tenir compte de trois aspects. Premièrement, l'aspect institutionnel. Si nous tenons compte de l'aspect institutionnel, la démocratie représentative existe depuis à partir de 1986 en soi, constitutionnellement, à partir de 1986. Et là, nous parlons du contexte haïtien. Du contexte haïtien. Et il existe beaucoup d'institutions dites démocratiques, par exemple la Cour supérieure des comptes et le Parlement, la présidence, tant d'autres institutions. Peut-être que moi-même, j'ajouterais que Haïti est un pays à intermittence démocratique. Tu m'excuses le terme. Quand je parle d'intermittence démocratique, c'est parce que l'expérience démocratique haïtienne n'a pas démarré en 1986. Nous avons eu beaucoup. Tu vois, toute l'histoire d'Haïti est charpentée à la fois de dictature, etc. Mais il y a eu aussi des expériences démocratiques. Et ça, il faut voir un peu l'histoire constitutionnelle d'Haïti pour comprendre. Permettez-moi de vous stopper un peu, Woody Stanley Penn. Vous pensez que la démocratie n'a pas commencé en 1986 et pourtant on a chambardé la dynastie des Duvalier en 1986. Est-ce que c'est parce qu'on a attendu un an après pour mettre sur pied la Constitution ou bien parce qu'on a attendu 2 ans après pour avoir finalement le premier président démocratiquement élu, entre guillemets, même si on sait que ces élections étaient, bon, comme c'est peut-être le cas pour toutes les élections avec, là je fais allusion à l'élection de l'éminent professeur Leslie François Saint-Roch Maniga. Ça a été quand même la première élection, les élections de janvier 88. Est-ce que c'est à partir de là que la démocratie a commencé pour vous, ou bien c'est à partir des élections de décembre 2016 ayant amené Jean-Bertrand Aristide, le père Jean-Bertrand Aristide au pouvoir? C'est ça. Moi, je te dis que ma compréhension est tout autre. Et c'est quoi alors votre compréhension? C'est pourquoi j'ai parlé d'intermittence démocratique. Non, mais quand est-ce qu'on peut dire que la démocratie a véritablement commencé? Parce que vous venez de dire que la démocratie n'a pas commencé à partir de... Il y a eu de courtes expériences, de très courtes expériences. Comme par exemple, on peut se référer à la... disons, 1867 par exemple, avec la Constitution de 1867. Tu vois? Et puis, il y a vraiment beaucoup, mais c'était des courtes expériences. Et même parler de chef d'État, de président élu, et bon, on dit démocratiquement, etc. Mais démocratiquement, est-ce que c'est parce que c'est une considération post-Duvalier, ou du moins c'est parce qu'il y a eu d'autres élections? Démocratie, est-ce que ça se réfère seulement au suffrage universel? Et même quand on aurait pris ça en considération, il y a eu bien avant des chefs, des chefs d'État élus au suffrage universel. Donc, c'est pourquoi il faut moi-même, à mon avis, l'histoire d'Haïti n'a pas commencé après la dictature des Duvalier. Et ça, c'est peut-être
Donc l'histoire de la démocratie, vous voulez dire? L'histoire de la démocratie et l'histoire d'Haïti aussi. Parce qu'il y a cette tendance, c'est un moment de l'histoire du pays, mais ce n'est pas l'histoire du pays. Oui, mais c'est quand même un tournant dans l'histoire du pays, un tournant dans l'expérience démocratique. Certains historiens parlent de cycles. Il y a 5 cycles. Et ça fait partie de... C'est l'un des cycles historiques importants. Non, mais pour contextualiser un peu, là, nous parlons de la place des partis politiques dans la construction de la démocratie. Vous admettez que 1986 marque quand même, avec particulièrement la constitution du 29 mars 1987, ça marque un tournant dans la construction de la démocratie en Haïti. Et même là encore, si tu me permets, je vais te donner une information importante. Si l'on associerait, par exemple, la démocratie avec, disons, la liberté des partis politiques, ça veut dire à ce que ces derniers puissent fonctionner normalement dans la société, la Constitution de 1987 n'est pas la première. Et là, il faut aller dans la Constitution de 1946, justement, où il y a eu cette première étape de formalisation des partis politiques. Donc la Constitution de 1947 à 46, de 1946, eh bien, c'est la première Constitution qui a formellement offert cette opportunité à ce type d'organisation qui n'allait non plus seulement exister comme groupe au niveau du Parlement, mais comme institution formelle, reconnue. Donc, et durant cette époque, il y a eu presque jusqu'à 41 partis politiques. Donc, il faut considérer cette étape. Maintenant, il y a eu une période de dictature où les partis étaient obligés de fonctionner clandestinement. Il y aura un retour. Donc, ça a été une parenthèse. Voilà. Il y aura un retour bientôt à la formalisation des partis politiques. Mais la période formelle n'a pas commencé avec 1986. Très bien. Mais Woody Stanley Penn et Renaudin Hugo, il y a tout un courant en sciences sociales, un courant de recherche qu'on appelle la transitologie, justement. Est-ce que la transitologie, les recherches menées jusque-là par les transitologues, n'expliquent pas ces atermoiements de la démocratie en Haïti? Finalement, est-ce que ce que Woody Stanley Penn appelle les intermittences démocratiques ne sont pas justement liées au fait que nous sommes un pays en transition démocratique? Avant de parler même de la transition démocratique, c'est très important d'accentuer sur les 3 dimensions que j'ai déjà mentionnées. J'ai déjà mentionné la dimension institutionnelle à partir de 1986, mais la dimension juridique existe bien avant 1860. Et si nous tenons compte des 2 partis, l'aspect du bipartisme en Haïti, le Parti libéral et le Parti national, il existe d'abord un cadre juridique dans le but de traiter et la formation de ces partis-là. Nous devrions tenir compte aussi de l'aspect idéologique, les valeurs, les principes démocratiques. Depuis 1860, il existe déjà les valeurs démocratiques en Haïti. Actuellement, pour parler de la transition démocratique en Haïti, plus précisément à partir de 1986, nous devrions regarder ces 3 aspects-là. L'aspect institutionnel, l'aspect juridique et l'aspect qui s'accentue sur les valeurs, les principes, les idéologies démocratiques. Et je voudrais pas... Professeur Hugo Renaudin, je vous laisse terminer votre pensée, d'accord? Et ensuite, nous allons revenir à notre question de départ. De transitologie. Oui, voilà, ça m'intéresse. Pour parler de transition démocratique, nous devrions s'accentuer sur les régimes démocratiques, la démocratie en tant que régime. Nous allons y revenir, professeur Renaudin. En attendant, il y a Woody Stanley Penn qui voudrait bien réagir sur la question de la transition démocratique. Ben oui, effectivement, je voulais réagir. Parce que c'est tellement important, cette question de transition. Et moi-même, mes recherches jusque-là m'ont montré que les auteurs sont nombreux à intervenir. Et il y a vraiment beaucoup de travaux. C'est peut-être pas la même chose pour les universitaires haïtiens, il y a peut-être très peu. Vous pensez qu'il y a une inflation de réflexion sur la question? Pas d'inflation, mais il y a vraiment beaucoup de travaux de recherche de qualité sur
la question de la transition démocratique à travers le monde. Il y a beaucoup de travaux. Mais il y a aussi cette thèse de fluidité transitionnelle, et une sorte de théorie, et ça, plus ou moins à mon avis, correspond à cette réalité haïtienne. Et c'est pourquoi, si, bon, tu vas me permettre encore, parce que je dois citer ce dernier rapport de l'IDEA international paru en novembre dernier sur l'état de la démocratie. Haïti n'est pas le seul pays à faire face à ce genre de problème. La majeure partie des pays qui font partie de la troisième vague démocratique rencontrent presque tous ce problème de transition démocratique. Les seuls pays vraiment où il y a où la démocratie est stable, où la démocratie fonctionne presque à plein régime, on peut dire, eh bien, ce sont les pays qui, bien avant, étaient démocratiques. En particulier les pays européens. Woody Stanley Payne, permettez-moi, parce que ce que vous dites là me permet de faire le pont sur la troisième question finalement, et ça va vous permettre de continuer à élaborer votre pensée. Depuis 1987, Haïti tente d'expérimenter la démocratie, pourtant cette dernière reste encore à une phase expérimentale, d'accord, comme on est en train de le dire là. Comment maintenant expliquer les péripéties de ce long voyage qu'est la transition démocratique? Comment expliquer cela? Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à cela, ou une explication liée à la sociologie politique haïtienne, ou une autre explication particulière à ça? Et nous ne devrions pas parler de la sociologie politique haïtienne, mais plutôt de la sociologie politique en soi, qui exerce une influence sur notre pays, Haïti. Et nous devrions accentuer sur plusieurs théories. Et plus précisément, la théorie des mouvements de crise, la crise politique liée avec Michel Daubry, il y a fortement des crises institutionnelles. Certes, juridiquement, nous sommes en démocratie, mais il y a une faiblesse institutionnelle qui handicape notre démocratie. En fait, nous devrions parler de la transition démocratique, mais juridiquement, nous pourrons parler de la consolidation démocratique plutôt que la transition démocratique. C'est pour cela que j'ai déjà travaillé avec l'un de mes étudiants et sur l'institutionnalisation des partis politiques dans la consolidation démocratique. Nous regardons l'aspect juridique au lieu que nous gardons l'aspect factuel de cette démocratie. Et nous devrions tenir compte de l'aspect de la fluidité des acteurs des partis politiques au sein des pouvoirs politiques. Il n'y a pas vraiment d'alternance démocratique pour parler en fait de la consolidation démocratique. Nous restons interminablement dans la transition démocratique, comme dit notre journaliste Pierre-Raymond Dumas. C'est une transition qui ne finit pas. Donc pour vous, nous n'avons pas suffisamment expérimenté la démocratie, c'est ça? De fait, nous devrions parler des régimes démocratiques. Il faut faire la distinction entre régime démocratique et système démocratique. Donc nous avons connu, donc nous ne sommes pas, selon vous, dans un système démocratique fluide. Nous avons plutôt connu quelques régimes démocratiques, c'est ça? Nous avons un système démocratique parce que nous partageons des valeurs, des principes démocratiques, de fait. Quand on parle de régime démocratique, on voit les institutions. Les institutions sont faibles. C'est pour cela que nous parlons de la transition démocratique. Donc c'est une démocratie formelle, c'est ça? Bon, en quelque sorte, par le droit, nous parlons de la démocratie. Mais dans le fait, nous avons beaucoup de faiblesses dans nos institutions à partir des crises. Si nous tenons compte du postulat des fluidités de crise en Haïti. Mais qu'est-ce qui explique ces crises? C'est ça ma question finalement. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi nous en sommes encore au stade de transition démocratique plus de 30 ans après? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça partout ailleurs? Pourquoi 30 ans encore en transition démocratique? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait problème? C'est ça finalement ma question. Bon, et
pour compléter un peu à mon ami Renaudin, et qui a été assez correct. Moi-même, je dirais que, parce qu'il faut, comme tu poses la question, il faut voir vraiment où est le problème. Parce qu'il y a un problème. Et je pense que les acteurs n'ont pas vraiment suffisamment tenu compte de l'impact de la dictature sur la société. Ils ont minimisé les 29 ans de dictature. À mon avis, ils pensaient probablement qu'ils pouvaient faire un saut, passer de la dictature à la démocratie, comme si c'était un miracle, comme si c'était un jeu d'hasard, comme si c'était aussi facile. Ils ont oublié que la dictature avait formé une génération, parce qu'on parle de 29 ans de dictature. Il y a eu une école, ça veut dire qu'il y a eu une formation, il y a eu des universités. Donc, il y a eu un ensemble de gens que la dictature avait produit. Et ils n'ont pas pris en compte ces paramètres-là. Ça, c'est une première chose. Le deuxième paramètre à tenir compte, quand tu fais toute l'histoire d'Haïti, il faut voir la récurrence des coups d'État. Il faut voir la récurrence des institutions. Donc maintenant, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qui explique cette institutionnalisation de l'instabilité politique dans l'histoire d'Haïti? C'est fort ce que vous avez dit. C'est que, selon vous, l'instabilité est institutionnalisée. C'est vraiment informel. Parce qu'il n'y a pas une règle écrite. Mais, s'il y a une chose à laquelle on peut s'y attendre, la récurrence, eh bien c'est l'instabilité. Ça n'étonne personne. Bon, ou du moins moi, ça ne m'étonne plus, l'instabilité en Haïti. Maintenant, il faut aller plus loin pour poser ces questions-là. Et essayer d'en trouver des réponses. Parce que ces réponses sont fondamentales pour résoudre la crise. Et troisièmement, la dictature, le poids de l'histoire. Mais il y a aussi les acteurs. Moi-même, je parlerai du contrat social. Et quand je parle de contrat social, moi, en tant que politologue, je parle de la Constitution. C'est un mauvais contrat, en ce sens que les acteurs étaient coquins. Il faut voir le référendum même en soi, la participation populaire. Certains parlent de 4%. Cette constitution est revenue.